Bonjour, chers collègues. Moi, je vais essayer d'être compact dans ma présentation. Et donc, ici, je voudrais vous présenter les résultats de notre recherche d'un sondage qu'on a conduit avec des entreprises russes, et je voudrais vous présenter les questions qu'on a posées à ces entreprises. On a essayé de confirmer certaines tendances macroéconomiques qu'on était présentées par Alexandre Chirov pendant la matinée. Et puis, je voudrais vous parler d'une surprise qu'on a révélée pendant ce sondage. Donc, en ce qui concerne les tendances macroéconomiques, c'est vrai que le sondage parmi les entreprises russes a démontré que d'un côté, dans l'économie russe, on observe certains problèmes, comme par exemple l'effet négatif des sanctions occidentales. Puis, il y a le problème de taux d'intérêt élevé, et il y a le problème de déficit de main-d'œuvre. Bien évidemment, ces problèmes sont très importants pour les entreprises russes, mais néanmoins, en dépit de ces problèmes importants, l'économie russe et les entreprises russes, pendant la première partie de 2024, en fait, a montré la croissance. Et on peut voir dans les résultats ces deux essais. Donc, en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, ici dans ce slide, vous voyez les résultats quand on a demandé les entreprises si l'entreprise a subi des sanctions de la part des pays hostiles. Pardon, malheureusement, il n'y a pas de traduction des questions sur l'écran, mais je vais les lire. Grâce aux interprètes, on va avoir les traductions. Donc, votre entreprise a-t-elle subi des sanctions de la part des pays hostiles? En jaune correspond à oui, donc l'entreprise a subi des sanctions. En marron, c'est la partie qui correspond à la réponse non. Et en violet, non, mais cela pourrait être le cas à l'avenir. Donc, comme vous voyez, pendant ces 2 ans, on voit la proportion qui presque ne change pas. À peu près 60-65% des entreprises russes pensent qu'ils ont ils ont subi des sanctions, et à peu près 35-40% d'entreprises pensent qu'ils n'ont pas eu des effets négatifs. Donc, grosso modo, les sanctions posent des problèmes pour l'économie russe, mais ces problèmes ne sont pas globaux, et cela est confirmé par un nombre de sondages. Les opinions, les avis d'entreprises russes sont devenus plus positifs par rapport aux conséquences des sanctions
également. Donc, la question était la suivante. À quelles sanctions votre entreprise a-t-elle été confrontée à la suite des sanctions économiques imposées à la Russie en 2022? En marron, c'est la réponse. Les conséquences n'étaient que négatives. En gris correspond à la réponse. Les conséquences étaient tant négatives que positives. Et en bleu, bande fine, ce sont les entreprises qui pensent que les effets de sanctions étaient positifs. Et en jaune, ce sont des entreprises qui n'ont pas remarqué de répercussions particulières. Donc, comme vous voyez, vers 2024, on voit que la partie d'entreprises qui pensent qu'il y avait des effets tant négatifs que positifs, cette partie a augmenté. Et aussi, les entreprises qui pensent que les sanctions étaient que négatives a augmenté aussi. Donc, on peut dire que, en fait, les entreprises russes s'adaptent bien aux sanctions et les effets de sanctions ne sont pas dramatiques pour eux, même s'ils sont quand même importants. Dans ce tableau, vous voyez les réponses à la question suivante. Quels problèmes liés aux sanctions économiques contre la Russie sont les plus aigus pour votre entreprise? Comme avant, très souvent, les entreprises disent qu'il est très difficile d'assurer l'approvisionnement de matières premières et de composants importés et que les biens importés deviennent de plus en plus chers. Mais en parallèle à cela, les entreprises observent les effets négatifs qui ne sont pas les conséquences directes des sanctions, comme par exemple l'augmentation de prix et de coûts d'argent, de crédit. 58% ont commenté que les prix ont augmenté au début de 2024 et une grande partie d'entreprises ont commenté que l'argent est devenu plus cher. Donc, si une année avant, seulement 16% d'entreprises disaient que les crédits ont devenu plus chers, vers la fin de 2023, cette partie était au niveau de 28% et au début de 2024, 37%. Donc, on voit l'augmentation. Bon, bien évidemment que on peut dire que les sanctions ont influencé cette situation, mais néanmoins, c'est la Banque centrale de la Russie qui a l'influence directe à cela et la banque a augmenté suffisamment le taux clé. Et cela peut être expliqué par les erreurs de la Banque centrale elle-même, qui a d'abord baissé significativement le taux de change de rouble. Après, on a vu
la croissance explosive d'inflation et après la banque a essayé de gérer cette croissance d'inflation par le changement de tout clé. Et les victimes étaient parmi le secteur réel de l'économie russe. Voilà. Donc, on a vu les effets négatifs, voyons les effets positifs. Ici, on voit les réponses à la question suivante. Quelles mesures votre entreprise prend-elle pour contrer la crise des sanctions? Dans la première colonne que vous voyez, ici on voit les réponses suivantes. Donc on a commencé de chercher les nouveaux fournisseurs à l'étranger. Donc, on voit que de plus en plus d'entreprises russes font cela. Dans la première ligne et en 2023, ces entreprises étaient au niveau de 35%. En 2024, c'est 48%. Les réponses suivantes, ce sont les entreprises qui cherchent le nouveau fournisseur en Russie. Donc, en automne 2023, ces entreprises étaient au niveau de 60%. Pendant le printemps 2024, la partie a augmenté jusqu'au 72%. Pendant les derniers 6 mois, la partie d'entreprises qui ont commencé de produire des nouveaux types de produits, cette partie a augmenté aussi de 23% jusqu'au 31% en printemps 2024. Donc, on assiste à l'activisation de l'activité économique des entreprises russes. On voit que la part des entreprises qui utilisent des moyens actifs a augmenté, mais il y a aussi des entreprises qui limitent leurs dépenses d'investissement, qui limitent les salaires. Euh, la part de ces entreprises est assez petite en comparaison avec la part des entreprises qui essaient de mobiliser plus d'efforts, plus de ressources, qui augmentent leurs efforts en ce qui concerne les investissements, etc. Ici, vous voyez encore un indice assez curieux. C'est très simple. C'est la réponse à la question, est-ce que votre entreprise effectue maintenant des projets d'investissement, des projets de production d'investissement? La partie bleue des colonnes, c'est la réponse oui. Et la partie orange, c'est la réponse non. Comme nous le voyons, depuis cette dernière année, la part des entreprises qui réalisent des projets d'investissement a augmenté, voilà, de 50% jusqu'à 63%. En d'autres termes, c'est le niveau le plus élevé d'activité d'investissement pendant ces 10 dernières années, même si, même pendant ces 11 ou 12 dernières années. Donc, nous voyons euh, un bond d'investissement dans l'économie russe. On voit clairement au niveau de microéconomie et non pas seulement dans les statistiques macroéconomiques.
Donc, les statistiques macroéconomiques pour le premier trimestre 2024, l'Eurostat a montré un afflux d'investissement de 14,5% en comparaison avec le premier trimestre de 2023. Comme nous le voyons, cela ressemble à la vérité parce que les sociétés russes nous montrent aussi ce bond dans le domaine des investissements. Ce qui concerne les intentions d'investissement des sociétés, donc les intentions d'accumuler, de renforcer ces efforts d'investissement dans l'avenir proche. Ici, nous avons vu une croissance de l'activité des sociétés russes. Sur cette diapo, vous voyez la réponse à la question suivante. Est-ce que votre société va commencer à réaliser des projets d'investissement dans le domaine de production d'ici 1 ou 2 années? La partie bleue des colonnes, c'est la réponse oui. Elle va commencer. La partie brune ou orange, c'est non, on ne va pas commencer. Et la partie grise, c'est difficile à dire si nous allons commencer ou pas. Comme vous voyez, la partie bleue des colonnes a augmenté depuis un an de 40 jusqu'à 49%. Et cela montre que les sociétés russes sont non pas seulement actives aujourd'hui en ce qui concerne les investissements, mais qu'elles ressentent de l'optimisme en ce qui concerne l'avenir proche. Donc, au moins la moitié des entreprises russes comptent lancer de nouveaux projets d'investissement d'ici 1 ou 2 ans. Cela nous conforte aussi dans notre croyance aux statistiques macroéconomiques. Et maintenant, la surprise inattendue que nous avons révélée quand nous allons analyser les résultats du sondage. Moi, je ne me suis pas attendu à quelque chose de pareil. Ici, vous voyez les réponses à la question qui est formulée de la façon suivante. Comment vous évaluez la compétition du côté des producteurs des pays lointains, des pays étrangers lointains, sur votre marché à l'heure d'aujourd'hui? Donc, on parle du marché interne russe. Faites attention, s'il vous plaît, qu'il y a un an, il n'y avait que 6% des sociétés russes, c'est la partie bleue des colonnes, qui ont répondu qu'ils voient une croissance de compétition de la part des producteurs étrangers. Donc, la part était beaucoup plus petite que durant toutes les autres périodes du temps. Et c'était clair, les sanctions, un grand nombre de producteurs étrangers ont quitté le marché russe. Bien que au printemps 2024, nous voyons une image tout à fait différente. 24% des entreprises sondées nous disent qu'ils voient de la croissance de la compétition de la part des producteurs étrangers. C'est c'est un niveau, on dirait, enfin, moyen, euh, intermédiaire, oui, si on se rappelle les résultats de nos sondages précédents. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'impact des sanctions s'est affaibli et un nombre non négligeable de sociétés étrangères, malgré toutes les sanctions, ont pris la décision de revenir sur le marché russe. Vous pouvez dire bien sûr que, bon, ce soit des Chinois peut-être qui arrivent sur le marché russe dans la majorité des cas. Mais si on regarde les commentaires des sociétés russes, non, ce ne sont pas que les Chinois. Ce sont aussi assez souvent les représentants des pays dits non amicaux. Donc, si les gouvernements des pays occidentaux tâchent d'élargir et de renforcer les sanctions, une grande partie de business de ces pays, quand même,
essayent de contourner ces sanctions et de retourner sur les marchés russes, c'est attractif pour eux, et les sociétés russes confirment le fait qu'elles voient ce processus. Voilà, c'est ce que j'appelle une chose inattendue, un élément inattendu en ce qui concerne les résultats de notre sondage. Ну, а Ensuite, здесь все-таки вот, наверное, наиболее драматическая тенденция là, nous среди voyons une правительства — tendance это qu'on peut динамика nommer la plus вопроса dramatique, c'est о la dynamique des трудовых réponses en ce ресурсах. qui concerne les ressources Вопрос de звучит main-d'œuvre. так: La question est как formulée de ваше façon предприятие suivante. в Comment настоящее votre время société, обеспечено à l'heure трудовыми d'aujourd'hui, ресурсами? garantit Ключевая часть les топика — ressources de это main-d'œuvre? Donc, наше est-ce que c'est предприятие suffisant ou pas? испытывает Et la partie дефицит clé de трудовых cette ресурсов. colonne, c'est Вариант ответа la couleur orange. Notre помечен желтым цветом. société Как вы euh, видите, все non, последнее время pardonnez-moi, c'est la partie jaune. Notre чрезмерная société manque des желтая ressources de часть main-d'œuvre. столбика растет, Voilà, c'est la и partie он jaune de la colonne qui augmente. весной Et au 2024 printemps года достиг 2024, величины 65%. nous voyons que И cela a atteint сегодня 65%. в настоящее Donc, время 2 tiers des сталкиваются sociétés russes, с à l'heure тотальной d'aujourd'hui, нехваткой font face à рабочей un manque силы. total de main-d'œuvre. Это самый большой C'est показатель, самая l'indice, le большая доля résultat за весь euh, период проведения inouï наших опросов, pour которые toute la начались période еще de в nos sondages. 1999 Et году. nous avons commencé à les réaliser depuis И, как мы понимаем, 1999. Et что comme nous у comprenons, этой драмы, у этой cette тенденции есть две drame, cette ключевые причины. tendance a Первая 2 raisons причина — principales. La это première демографические, raison, демографические тенденции, ce sont des tendances démographiques тенденции, которые, désagréables, ну, очень les трудно часто tendances переломить вспять, во всяком qui случае, в sont très ближайшее difficiles à будущем. renverser, И вторая au moins dans причина — l'avenir это, proche. конечно, Et deuxième raison, c'est bien заметное sûr значение мужской части le населения в fait трудоспособном qu'une partie возрасте importante на des hommes послевоенную qui sont capables мобилизацию. à travailler, qui participent maintenant dans l'opération Особенно в militaire spéciale регионах, где et ne travaillent donc сложность pas dans les трудоустройства sociétés, surtout dans les régions où les salaires sont assez не bas, очень высокие зарплаты и parce que les salaires dans трудовые силы l'armée russe вполне sont maintenant способны assez наняться élevés et les hommes russes vont в volontiers российскую армию, где servir спрос dans на l'armée добровольцев russe où il y a достаточно une велик. demande élevée pour les bénévoles. Ну и еще на один вопрос хотелось бы Je привести voudrais vous ответ montrer une предприятий. réponse sur Это encore une question, donc les здесь réponses de nos действительно мы sociétés. видим одно Nous allons y voir довольно серьезное противоречие между une взглядами contradiction российских assez importante предприятий и entre les действиями opinions российской des власти. sociétés russes et les actions du Это gouvernement ответ russe. на C'est la réponse это ответы на à вопрос, la question который suivante. формулируется так: какие меры противодействия Quelles mesures экономическим de lutte санкциям, contre les на ваш sanctions взгляд, économiques, должны предпринять selon российские vous, doivent être власти? prises par le Ну, надо gouvernement, сказать, par les autorités что russes? Il faut по dire большей que части российские власти les понимают autorités russes потребности российских comprennent le предприятий besoin, и пытаются идти les на руку nécessités des sociétés предприятиям russes навстречу. et То есть essayent все-таки de предприятия satisfaire les принимают attentes des усилия, чтобы sociétés parce que les ограничить рост sociétés font des цен на efforts pour ВВП, limiter la транспортные croissance des услуги. prix sur le combustible, Российские sur les власти services de пытаются transport, расширять etc. Les autorités сферу russes essayent льготного d'élargir le кредитования domaine de в условиях crédit, дорогого de crédit российского privilégié кредита. parce que le crédit de marché Пытаются coûte assez cher. поддерживать предприятия, которые On essaye de налаживают soutenir выпуск de промышленных manière материалов. financière les sociétés qui Мы знаем, что produisent российская des власть сейчас biens предпринимает qui большие substituent les importations. Nous savons que les autorités russes font beaucoup выстроить d'efforts альтернативные maintenant pour платежные construire системы des для systèmes de обслуживания paiement внешних alternatifs, pour торговых сделок.
servir les transactions du commerce externe. Mais il y a une chose où le gouvernement russe et les sociétés russes divergent. C'est la question sur la charge fiscale sur les producteurs. Comme vous voyez, la moitié des sociétés russes pensent que le pouvoir doit diminuer la charge fiscale des producteurs dans le contexte difficile d'aujourd'hui. Mais comme nous le savons, et nous allons entendre encore le rapport d'Elena Ordinskaya, le gouvernement russe, représenté par le ministère des Finances, a proposé, au contraire, d'augmenter la charge fiscale pour les producteurs russes. Dans un avenir proche, on va augmenter l'impôt sur les profits et aussi l'administration, la gestion des impôts pour les PME deviendra plus stricte. Donc la charge fiscale sur nos entreprises va augmenter. Et c'est très curieux. Quelles sont les raisons, les explications du ministère des Finances? Ils disent, oui, nous acceptons que les sociétés russes sont dans des conditions très difficiles, mais ils ont tenu si bon qu'on peut maintenant augmenter encore plus les impôts sur les sociétés parce qu'ils ont très bien fait, ils tiennent très bien le coup. Et donc, je vais souligner que selon les données du même ministère des Finances, pendant les premiers 4 mois de 2024, les revenus du budget d'État des impôts ont augmenté en comparaison avec les premiers 4 mois de 2023. L'augmentation était de 50%. Oui, bien sûr, c'est la croissance nominale. Il faut corriger cette croissance par rapport à l'inflation assez importante, mais quand même, c'est une grande croissance, une grande augmentation. Il y a aussi une remarque que cette croissance est due aux revenus de l'imposition du secteur gazo-pétrolier, parce que bon, c'est une situation qui est liée à la croissance des prix globaux sur le pétrole russe, au fait que les remises ont été abaissées sur la vente du pétrole russe. Mais imaginez-vous, les revenus nominaux ont augmenté de 50%, mais le ministère des Finances n'en a pas assez. J'ai peur que le ministère des Finances russe ne sera jamais compris par les sociétés russes. Et sur cette note relativement pessimiste, je voudrais terminer mon rapport. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dima. Dima, Hélène, je te passe la parole. merci Dima pour ce stimulant exposé qui nous donne un panorama de la lutte des entreprises russes par rapport aux sanctions. Et j'ai une question en fait qui se rapproche aussi d'une question que je voulais poser à Frédéric Farah. La dernière remarque de Dima porte sur le ministère des Finances russe qui semble ne pas en avoir assez de vivre aux dépens des sociétés russes et en partie des petites sociétés russes parce qu'elles se sont finalement bien comportées pour résister aux sanctions. Une autre remarque de Frédéric Farah était sur l'éducation des élites qui dirigent l'Europe et les instances gouvernementales françaises. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. S'il n'y a pas des liens de parenté entre la manière de penser du ministère des Finances russe
et nos élites occidentales. J'ajouterai aussi une remarque que je voulais faire à Frédéric Farah. Il a parlé de Madame Benassi Kéré. Et je me suis souvenu de papiers qu'elle avait écrits il y a une vingtaine d'années, où elle expliquait qu'avec l'euro, il y aurait une convergence parfaite des économies en Europe, parce qu'elle le montrait avec un modèle dit gravitationnel. Donc, il me semble que si maintenant elle s'étonne de la situation actuelle, ce genre d'élite, ce genre de personnes à la tête de l'économie en France, ce sont des gens qui sont responsables du marasme actuel. Voilà, je pense que je vous ai posé une question à tous les deux. Je vous remercie d'y répondre. Alors, d'abord Dima. Je passe d'abord la parole à Dima. Je ne peux pas répondre pour l'Europe, mais en ce qui concerne le ministère des Finances russe, en plaidoyer du ministère, on comprend que dans ce contexte géopolitique très compliqué, les dépenses de l'État russe augmentent. Comme nous le savons, l'État russe réussit à, à garantir un niveau de qualité de vie assez bon pour la Russie et aider les régions russes, malgré le fait que les dépenses militaires ont augmenté aussi, bien sûr. Et tout cela nécessite plus d'argent. Et le ministère des Finances est obligé, est responsable pour la collecte de cet argent et pour financer les dépenses de l'État. D'autre côté, ça fait longtemps que le ministère russe des Finances aime être responsable seulement pour une partie de la question, pour remplir les exigences formelles budgétaires dans un court terme. Et notre ministère des Finances n'aime pas trop réfléchir sur les mécanismes de la croissance économique de long terme, en pensant que ce n'est pas sa zone de responsabilité. Malheureusement, en Russie, il n'y a pas de ministère d'économie qui aurait une influence analogique sur la prise de décision. Le ministère de l'économie russe, de façon traditionnelle, est plus faible. Et dans ce sens-là, le ministère de l'économie ne peut pas s'opposer au ministère des Finances. Et donc, les décisions finales, d'habitude, chez nous, sont prises d'une façon que, du point de vue, qu'on écoute beaucoup plus le point de vue du ministère des Finances que le point de vue du ministère de l'économie ou bien du ministère du commerce ou de l'industrie, pardon. Mais des fois, il y a le président qui intervient dans ce processus, le président russe qui peut dire non, on va quand même trouver de l'argent pour construire le pont de la Crimée et on trouve cet argent tout de suite, mais ce ne sont pas des cas très fréquents. Et bien sûr, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus de cette façon. Voilà, c'est ma réponse. Merci. Frédéric, est-ce que tu veux répondre à Hélène? Lima, est-ce que tu peux cesser le partage d'écran?
Je ne vois pas si Frédéric est toujours là. Ah non, non, j'ai peur qu'il ne soit plus là. Bon, Bon, euh, peut-être que Jacques peut répondre. oui, oui. Euh, alors, je pense que ce n'est pas tellement un problème du fait que les élites russes penseraient la même chose que les élites occidentales, mais je pense que c'est plutôt le fait que dans toute élite gouvernementale, hein, fondamentalement, et même dans des élites de bonne qualité, c'est pas un jugement, je précise tout de suite que c'est pas un jugement de valeur, mais il y a cette idée que les contribuables, que ce soit les personnes physiques ou les entreprises, euh, ont toujours des réserves qu'ils ne veulent pas montrer à l'État. Bon, euh, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai. Rappelons-nous quand même que les entreprises françaises ont beaucoup pleuré devant certaines mesures qui ont été prises par l'État pour après montrer qu'elles étaient parfaitement capables de les accepter. Donc, je crois qu'il y a un problème général dans le rapport à l'action gouvernementale, que ce soit par rapport aux entreprises ou aux particuliers. Bon, ça, c'est un premier problème. Euh, le deuxième problème vient de ce que les gouvernants, et on le voit bien en Russie, mais c'est aussi vrai en France, hein, peuvent avoir des contacts assez facilement avec les grandes entreprises, mais ont beaucoup de difficultés à avoir des contacts avec les petites et moyennes entreprises. Et là, c'est un problème tout simplement de taille. Euh, et c'est là où, d'une certaine manière, il faut regretter le fait qu'il n'y ait pas des forums réguliers entre les dirigeants des petites et moyennes entreprises et des responsables de l'administration. Mais ça, c'est un problème assez classique de l'administration publique, quel que soit le pays. Je dis bien, ça se passe ainsi, quel que soit le pays. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème général dans le rapport de l'administration publique, même si elle est de bonne qualité, face aux entreprises. Alors après, je voudrais, moi, poser une question à Dima. Et ma question est en fait assez simple. Euh, Tu as raison de souligner l'importance de la remontée de la compétition, de la concurrence au niveau interne et de la concurrence par les entreprises étrangères sur le marché russe. Oui, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que finalement, on n'avait pas déjà des indications depuis la fin de l'année dernière? Euh, je suis un lecteur assez systématique des revues russes, et en particulier de Monocle, qui est l'ancienne experte, hein, qui s'est transformée en Monocle. Euh, et je me rappelle avoir lu en octobre dernier, octobre ou novembre 2023, un article sur l'industrie automobile et sur l'industrie des camions, où déjà les journalistes de Monocle disaient ben, on voit que la concurrence chinoise est en train d'apparaître et que ben, il y a quand même toujours des effets de concurrence de la part des producteurs étrangers. Donc, ce qui est peut-être surprenant, c'est que ce soit arrivé si vite, mais je ne trouve pas que ce soit globalement quelque chose de réellement étonnant.
Mais quelle est la question, Mais Adima? c'est ça, euh, pourquoi as-tu été étonné? Est-ce que tu es étonné de la rapidité avec laquelle le phénomène se manifeste ou est-ce que tu es étonné par le phénomène lui-même? Да, меня удивило, что возврат на нормальный уровень конкуренции произошел так быстро. Мы же читаем, что западные страны объявляют все новые пакеты санкций. Казалось бы, это должно мешать зарубежным предприятиям приходить на российские рынки. Однако они находят способы вернуться на российские рынки, и для меня это удивительно. То есть я понимаю, я много раз слышал от иностранных производителей, что им интересны российские рынки, но мы же знаем, что, например, проблема взаиморасчетов. Когда продукция из западных стран поступает в Россию, возникает вопрос, как российские покупатели могут за нее заплатить. Но тем не менее, как мы видим, и российские партнеры, и зарубежные партнеры находят все новые и новые. Maintenant, on voit que les partenaires russes, tout comme les partenaires étrangers, trouvent des nouvelles solutions, mais je ne comprends pas comment ils parviennent de le faire aussi vite. Merci. Mistislav? Merci Jacques. Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу замечательную... Merci Jacques. Dimitri, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je voudrais faire deux précisions en ce qui concerne les recettes du budget fédéral qui ont augmenté de 53%. Oui, c'est le fait, mais cela a été supporté par les recettes qui ne viennent pas d'impôts. Donc, comme vous le savez, maintenant, le bureau de procureur général sont en train de retourner certains avoirs à l'État dans le cadre de métallurgie. Donc tout cela formellement fait partie des recettes budgétaires. Donc d'un côté, on voit que cela fait la partie des recettes budgétaires, mais ce ne sont pas les avoirs de qualité. Et deuxièmement, c'est vrai que les dépenses budgétaires augmentent rapidement et vous savez que maintenant, le 4 juillet, on va augmenter le déficit de budget fédéral de 0,8 de PIB jusqu'au 1,1% de PIB parce qu'on n'a pas assez de ressources. Et troisièmement, peut-être cela est lié plutôt à la discussion avec Elena Ordinskaya, on ne peut pas augmenter l'impôt sur les revenus sans l'augmentation de l'impôt sur les profits. Parce que si on ne fait pas ça, les dirigeants et les bénéficiaires vont recevoir leurs recettes via dividendes. Et oui, c'est vrai que la réforme structurelle d'imposition ne va pas toucher que 3 millions de gens. Bon, cela rend cette réforme encore moins efficace, mais on peut continuer de discuter cela demain l'après-midi. Et généralement, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Je voudrais
Je voudrais donner juste un commentaire tout brièvement. En fait, le ministère des Finances et les experts pensent que le facteur principal de croissance des recettes dans le budget venait en fait d'impôts, mais plutôt c'était les impôts du secteur pétrolier. Mais je suis d'accord qu'il y a la partie pour laquelle ce retour d'avoir influencé. Et oui, si la situation serait positive, on pourrait éviter la croissance d'impôts, mais c'est pas le cas.